Bonjour, mon nom est Mathieu Nantel de la compagnie Fortinet. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benoît Lanouette de Fortinet aussi. Benoît, ça va bien? Bonjour Mathieu, oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va super bien. Aujourd'hui, Benoît, on parle de VPN SSL et on parle spécifiquement de jetons deux facteurs. Exactement Mathieu. C'est important, Benoît, de débuter avec une discussion autour de l'authentification par rapport au VPN SSL avant de parler des jetons. On va passer à travers les différentes options qui sont disponibles au niveau jetons dans la session aujourd'hui. La dernière option, les certificats, c'est certainement très sécuritaire. Souvent, ça rajoute des degrés de complexité à un déploiement. C'est pas toutes les organisations qui sont prêtes à traiter avec le sujet des certificats. Ça peut être assez simple dans un environnement qui est homogène Windows parce que c'est auto-géré dans un parc Windows. Mais la minute où on insère des composantes additionnelles, BYOD et autres, ou carrément des télétravailleurs dans la réalité d'aujourd'hui, ben c'est sûr que ça rajoute un degré de complexité au niveau du déploiement des certificats, là, finalement, surtout pour des assets qui ne sont pas gérés par l'entreprise. Discutons donc des options deux facteurs. Benoît, je pense qu'on a trois scénarios là, à peu près au niveau du déploiement des jetons chez Fortinet. Exactement. En fait, il y a deux scénarios qui vont avoir un certain niveau de ressemblance et un troisième qu'on va avoir la chance de discuter un petit peu plus longuement. Mais si on commence avec, dans le fond, les scénarios qu'on veut voir aujourd'hui, il y a le premier dans lequel on va avoir des usagers qui sont locaux, qui sont bien définis sur notre boîte, dans notre FortiGate, dans notre firewall, avec lequel on va assigner dans le fond, des jetons qui sont aussi locaux à la boîte ou des jetons qui sont dans le cloud, donc à travers les FortiToken Cloud. Un deuxième scénario où encore on va avoir un FortiGate, mais au lieu d'avoir dans le fond des usagers qui sont définis locaux, dans notre FortiGate, ça va être des usagers qui vont avoir été importés d'un serveur LDAP, Active Directory, de Microsoft, et dans lequel on va pouvoir assigner encore une fois des jetons qui sont définis locaux ou dans le cloud. Et le troisième scénario qu'on va essayer de focuser un petit peu plus et donner légèrement plus d'explications, c'est avec l'utilisation d'un Forti Authenticator. Le Forti Authenticator, connu sous le nom de FAC, va se connecter, dans le fond, sur un Active Directory ou dans lequel on peut encore une fois définir des usagers locaux et qu'on va assigner des tokens qui sont locaux ou des tokens qui sont cloud et dans lequel le FAC va avoir une interaction avec le FortiGate qui va autoriser ou non les usagers dans le réseau. J'ai déjà une préparation de mon côté qui me permet de faire la démonstration des deux premières sections. Donc, si tu permets, on va procéder directement pour ces deux scénarios-là. Donc, j'ai mon FortiGate ici, qui est en mode VDOM, mais ça ne devrait pas rien changer en principe. C'est les mêmes permissions. On va faire utilisation aussi dans notre scénario d'accès d'un nom de domaine là, et d'un courriel. Là. On remarquera que j'ai déjà fait des tests un petit peu là, à travers l'exercice ici. On va aussi fonctionner avec le service nuagique de Fortinet au niveau des jetons. Ça s'appelle FortiToken Cloud. C'est accessible à travers les différents services nuagiques de Fortinet. Le service Token Cloud, c'est un service qui fonctionne comment, Benoît, au niveau des licences? En fait, c'est très simple, Mathieu. En termes de licence, on va acheter ce qu'on appelle des points. Donc, avec les points vont être, on va s'en servir pour définir des usagers et vont pouvoir être aussi utilisés pour envoyer des tokens sous forme de SMS. Donc, une fois qu'on a acheté le SKU avec un certain nombre de points, ça va être ajouté simplement à notre compte. Puis par la suite, tout va être dynamique à l'intérieur du FortiCloud. La configuration de base, pour ça, il n'y a pas vraiment d'étapes spécifiques autour de l'activation, hormis la paramétrisation de base par rapport à ce qu'on préfère comme choix de jeton. Donc, dans mon cas, c'est en FortiToken mobile que ça va fonctionner. Mais on pourrait, oui, fonctionner en SMS aussi au niveau de Token Cloud. Token Cloud, autrement, c'est pas une plateforme sur laquelle vous allez établir une session en général parce que c'est vraiment un service qui est complètement géré en lien avec vos appareils. Donc, normalement, effectivement, les usagers ici, vous n'avez pas de bouton pour créer un nouvel usager là, parce qu'il n'y a vraiment pas matière à le faire ici. On va se déporter dans le FortiGate pour cette fin-là. Donc, de mon côté, j'ai un serveur LDAP qui est un Active Directory qui est déjà configuré.
qui est domaine fortiqc.local. Donc, si on fait browse ici, c'est vraiment une navigation de mon arborescence qui devrait apparaître en principe. Là. Donc, c'est fonctionnel. Une fois qu'on a fait cette paramétrisation-là, on peut créer un usager LDAP. Le même genre d'exemple est valide aussi pour des comptes locaux. Lorsqu'on a un usager distant, donc ici j'ai vraiment rajouté un usager remote, c'est un usager LDAP. Pour l'assignation de jetons, vous allez sélectionner FortiToken Cloud. Donc on a rajouté un jeton à notre usager. Si on se déplace vers FortiToken Cloud et qu'on rafraîchit la page ici, évidemment, oui, on a maintenant un compte pour lequel il y a une demande qui a été faite. Donc, puisque c'est un token mobile, je devrais recevoir un courriel. Donc, tantôt, j'en avais déjà un ou d'activation. Et là, évidemment, 3h24, qui est l'heure locale, je viens de recevoir effectivement une deuxième activation. Donc là, on me demande d'activer mon jeton. Dans l'application mobile chez Fortinet, évidemment, si on fait plus, on va avoir la caméra qui va s'afficher. Et lorsqu'on balaye le code QR, on a activation finalement du jeton qui est effectué automatiquement. Nantel. Et on va faire connecter. Et là, j'ai reçu une notification où on me demande d'approuver une nouvelle demande de connexion. Exactement, Mathieu. Oui. Donc, c'est un mécanisme automatique qui est automatiquement activé lorsqu'on choisit les FortiMobile Cloud. Donc, ça facilite, dans le fond, le transfert de l'information du token vers la page. Puis, ce que j'aime rappeler aussi, Mathieu, on a vu tantôt qu'on avait la possibilité d'utiliser soit les FortiTokens ou, encore une fois, les SMS. Comme on en a discuté un petit peu plus tôt, on favorise toujours l'utilisation du token versus un SMS. Donc, Benoît, si on fait un peu le sommaire des cas numéro 1 et 2, au niveau des usagers locaux, évidemment, je pense que le cas d'utilisation ici, c'est celui où il n'y a pas beaucoup d'usagers, il n'y a pas de DAP, AD, quoi que ce soit. Là. Il y a vraiment quelques usagers locaux. C'est super simple à déployer, évidemment, mais c'est vraiment pour des cas où il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Tandis que dans le cas numéro 2, où on a des usagers DAP, évidemment, encore une fois, les jetons vont seulement servir pour ce VPN-là nécessairement ou pour des FortiGate. Les jetons pourront être utilisés pour d'autres types d'équipements à l'extérieur puisqu'on n'a pas vraiment la capacité d'offrir ce service-là dans ce modèle-là. Ça va fonctionner pour des usagers LDAP dans le contexte, là, mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'option additionnelle. Et je pense que là, on veut parler de la solution numéro 3 finalement, où on a l'ajout de FortiAuthenticator, pour lequel c'est un serveur Radius. Il va y avoir des options additionnelles. On a du self-service qui est disponible, puis il y a des options de provisioning automatique. En fait, en premier, qu'est-ce qu'on va aller voir? C'est notre FortiAuthenticator, il est relié dans le fond, au niveau de l'authentification à des services LDAP. Donc, au niveau de l'authentification, qu'est-ce que j'ai? J'ai un serveur Windows, dans le fond, qui est lié. La même chose qu'on avait avec Mathieu tantôt dans le FortiGate. On a connecté le FortiAuthenticator à un serveur LDAP. Puis, quand on va voir qu'on veut venir naviguer ici, mais on va voir dans le fond l'information du serveur LDAP, fait qu'on voit qu'il est bien connecté. Et on va créer ce qu'on appelle un sync rule. Un sync rule qu'on voit ici. On va ouvrir le sync rule. Qu'est-ce qu'on fait dans un sync rule, Mathieu? De un, on va définir la provenance de nos usagers. Donc, dans ce cas-ci, c'est notre serveur LDAP qui a été préconfiguré tantôt, que je vous ai montré. Puis, on va prendre la décision de quoi faire avec ces usagers-là. En premier lieu, on va les envoyer dans un groupe directement qui avait été créé, famille SSL. On va prendre les usagers qu'on va trouver à partir de notre routeur et on va mettre ces usagers-là dans le groupe famille SSL. C'est quoi les attributs qu'on est capable de faire quand on va synchroniser? On est capable de dire tout simplement ces usagers-là, c'est purement leur user password qui vont être importés, qui vont être validés. On peut assigner directement des tokens hardware qui sont configurés dans notre FortiAuthenticator. On peut faire la même chose avec des FortiTokens mobiles ou y aller directement avec le FortiToken Cloud qu'on a vu tantôt, Mathieu, à travers ta démonstration. Bien sûr, on a toujours les options de SMS et de email, mais qui sont, à notre avis, ne sont pas le premier choix.
Hein, on va toujours essayer d'aller vers les FortiToken autant que possible, autant mobile, cloud ou hardware dans certains scénarios. Donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a notre règle de synchronisation qui est ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller voir dans notre groupe, une fois qu'elle a été exécutée, les usagers sont importés. Là, Mathieu, qu'est-ce qui est important de faire? C'est la connectivité entre notre Forti Authenticator et notre FortiGate. Donc, notre Forti Authenticator, c'est un serveur Radius. Hein? On va configurer, dans le fond, comme serveur Radius, le client qui, dans le fond, se trouve avec le FortiGate. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a configuré? C'est notre FortiGate, l'adresse de notre FortiGate avec un mot de passe secret qui a été attribué. Du côté du gate, on va venir dans notre configuration de serveur Radius, qui est ici. On retrouve notre FAC. On va avoir mis le même mot de passe. On va tester la connectivité. On voit que la connectivité, elle passe ici et on peut venir faire un test de user directement. Donc, on va utiliser mon compte qui est ici, qui est un compte admin, et on va avoir un statut qui confirme, dans le fond, que la connexion était bonne et que les credentials qui ont été fournis étaient bonnes et que je fais partie de la famille SSL. Et quelque chose qui est important, c'est d'être capable aussi de se communiquer qu'est-ce qu'on appelle des attributs au niveau du serveur Radius pour savoir dans quel groupe, dans le fond, nos usagers vont se transporter. Quand on revient dans notre FAC, on revient dans nos groupes, donc dans notre user group de famille SSL. Ici, on va passer à un attribut Radius. Et l'attribut Radius est associé, dans le fond, aux attributs Fortinet, dans lequel on va passer l'attribut qui s'appelle le group name et on va passer le string qui est la famille SSL. Et donc, ce groupe-là va être passé directement au FortiGate qui va recevoir aussi l'attribut famille SSL et qui va associer, dans le fond, le user à ce groupe-là. C'est comme ça qu'il va y avoir une liaison qui va être faite entre le FortiGate et le serveur Radius qui est le Forti Authenticator. Ici, le deuxième groupe, Mathieu, invité, ça va être le groupe qui va servir, dans le fond, pour les usagers qui vont avoir été créés directement par un usager lui-même. Donc, on a une fonctionnalité de Self-Service Portal qui va être un portail dans lequel on peut s'enregistrer, créer notre username. On va même pouvoir autoriser nos clients à s'auto-provisionner un jeton ou de recevoir des jetons via SMS. Et on va recevoir le tout par email, des confirmations. On va voir ces usagers-là, une fois approuvés par les administrateurs, apparaître dans ce groupe. Donc, une fois qu'il est apparu dans ce groupe-là, les règles de firewall qui vont avoir été créées pour ces usagers-là vont être validées, puis ils vont utiliser les credentials s'ils sont valides des usagers qui font partie de ce groupe-là. Donc ça, c'est le cas d'utilisation, ce serait des contracteurs externes, par exemple, ou... Exactement. Donc, on va parler souvent, en fait, de deux scénarios. On va donner accès à ces self-portals-là à des employés qui sont déjà en place, qui veulent soit changer eux-mêmes leur mot de passe ou se faire réattribuer un jeton. Donc, un jeton peut être dysfonctionnel et il va être capable de se réattribuer ça. Ou via, pour des cas où on va avoir des contracteurs ou des employés externes, un consultant qui doit arriver, il va avoir accès au portail, il va pouvoir créer son usager, son mot de passe, son password, il va s'assigner un jeton, le tout va être envoyé à un administrateur, l'administrateur va revoir le tout. S'il est d'accord, il va approuver et automatiquement, dans le fond, le consultant va avoir son username, password et son jeton qui vont être activés dans le système qui va lui donner les accès nécessaires pour effectuer son travail. Donc, ici, Mathieu, on a la politique, dans le fond, la règle de sécurité qui va contrôler l'accès au SSL VPN. Donc, c'est un accès en provenance du SSL VPN pour aller sur Internet directement, dans lequel on va ajouter le groupe d'usagers directement comme source. Ce que ça va faire, c'est lorsqu'on va se connecter en SSL VPN, on va avoir validé le user, le password et la double validation avec le token, on va avoir directement accès au SSL VPN. Ce qu'on peut vous démontrer maintenant, c'est la création d'un compte, d'un consultant qui va arriver, qui va, à travers le self-portal, provisionner son username, son password, qui va s'attribuer un token. Donc, vous allez voir la chaîne d'événements qui est quand même assez simple. La première chose, c'est d'aller directement sur le portail du Forti Authenticator. On va venir
s'enregistrer, ici, Register. On va sélectionner les sponsorships. Dans le fond, c'est les administrateurs. C'est un groupe d'administrateurs que j'ai prédéfini qui vient d'une requête encore LDAP qui va nous permettre d'approuver, dans le fond, tous les usagers qui vont avoir été créés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un username. On va l'appeler démo. On va lui donner son mot de passe. Net. On va l'appeler démo 1 avec un nom de famille commun. Démo 2. On va lui donner une adresse email dans laquelle vous allez voir qu'on a accès. C'est A. On va valider l'adresse email. Donc, Benoît, tu te trouves être l'approbateur en haut là, pour ce compte-là, normalement, c'est ça? Exactement. Okay. Donc, ici, on n'enregistre pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de créer un compte. Ça nous demande un code de vérification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir voir dans les emails si l'administrateur, qui est moi, qui a la même adresse email dans ce cas-ci, va recevoir un code d'activation. Donc, on va prendre ce code d'activation-là. On va venir le mettre dans la création du compte. Hein? On n'oublie pas, ça, c'est pour valider l'adresse email qui a été fournie là, lors de la création du compte. Fait qu'on voit que le compte a été créé avec succès. Là, qu'est-ce qu'on attend? C'est l'approbation de l'administrateur. Donc, l'administrateur, c'est moi encore. On va venir voir dans l'email. On vient de recevoir un email pour l'approbation. On va cliquer sur le lien. On va se loguer comme administrateur. Donc, évidemment, on a pris la même adresse courriel ici pour créer le compte, autant que pour l'approuver. Mais normalement, ce serait probablement séparé. Exactement. Oui. Donc, l'administrateur vient de recevoir une requête. Donc, on voit le username, password. On peut mettre, on peut forcer le remplissage de certains champs. Pour le cas de la démo, on a gardé ça simple. Donc, on va approuver l'utilisateur. Et comme j'avais expliqué tantôt, l'utilisateur qui est créé va se faire attribuer dans un groupe bien spécifique lors de sa création, lors de son approbation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir se loguer dans en tant qu'administrateur dans le Forti Authenticator pour voir si l'usager a bien été créé. Donc, on vient dans les local users, on voit que le compte démo a bien été créé ici dans ce cas-là, puis qui est attribué directement dans un groupe invité. On se rappelle que ce groupe invité-là, il est lié avec le FortiGate, hein, avec le même nom du groupe, on a passé l'attribut. Donc, toutes les règles au niveau du SSL VPN qui ont été créées pour le groupe invité, cet usager-là en fait désormais partie, donc il a accès. Ici, on voit rapidement que cet usager-là, présentement, c'est simplement un user password. Mais on a donné, comme j'ai dit tantôt, la possibilité à l'usager de s'attribuer lui-même un token. Donc, on va revenir ici, on va demander à l'usager de se loguer lui-même. Donc, il met son username. On vient se loguer et on va voir le menu que l'usager a accès. Donc, il y a son profil d'utilisateur. On voit ses propres renseignements. On pourrait ajouter des questions de sécurité. J'ai permis aussi le changement de mot de passe. Donc, l'usager pourrait changer son mot de passe. Mais ce qui nous intéresse, c'est de venir enregistrer un jeton. Dans ce cas-ci, Mathieu, j'ai donné la possibilité à l'utilisateur de s'attribuer ou pas un jeton. On pourrait forcer lors de la création d'un compte d'automatiquement attribuer un jeton. Donc, l'usager, lorsqu'il recevrait par email la confirmation de la création de son compte, recevrait en même temps son jeton. Dans ce cas-ci, on donne la possibilité de le créer ou pas, mais là, dans ce cas-ci, on en veut un. Donc, on va activer un FortiToken mobile qu'on va recevoir par courriel. On va cliquer sur OK. Et le FortiToken a été automatiquement attribué. Donc, il y avait des tokens qui étaient disponibles dans le FAQ. Il y a un token qui a été pris de façon aléatoire et a été attribué à l'usager. Donc, quand on va venir dans comme usager, l'usager va maintenant recevoir une notification comme quoi que, un, son compte avait été activé et de deux, il va recevoir bientôt on va voir ici, son fameux token. De la même façon que tu as fait la démonstration tantôt, c'est un email avec le numéro de série qui peut être activé manuellement, ou bien nous pouvons utiliser le fameux code QR qui est reçu et qu'on peut activer sur notre téléphone. Comme ça, notre usager va avoir son token qui est activé. OK. Et puis, le fameux portail de service, est-ce qu'il est possible, par exemple, de rendre le service disponible pour des usagers seulement qui seraient dans le LDAP, là, dans l'Active Directory? Parce qu'en ce moment, j'ai remarqué que Benoît, que n'importe qui peut créer un compte avec un mot de passe et tout ça, mais ça peut aussi servir pour des usagers LDAP qui ont perdu leur jeton?
Exactement. Ça peut servir pour des usagers LDAP qui ont perdu leur jeton, puis ça peut servir pour les usagers LDAP qui ont perdu leur mot de passe. Donc, ça leur permet d'être capable de changer leur mot de passe et d'être capable de changer son jeton directement à travers un portail d'usagers comme ça qui permet de simplifier, dans le fond, la vie des gens d'IT à l'interne de la compagnie. Excellent. OK, Benoît, fait que si tu nous fais un rapide survol au niveau de la configuration du Self-Service Portal et des options qu'on a finalement, peut-être? Tout à fait, Mathieu. En fait, les points importants en premier, c'est du côté de l'Access Control. Donc, l'Access Control, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quel type d'usager qu'on veut permettre l'accès d'être capable de s'auto-provisionner et de changer leur mot de passe ou de l'attribution de tokens. Dans ce cas-là, on a créé qu'est-ce qu'on appelle deux RealM. On a un pour les remote users, dans le fond, qui est connecté à notre serveur LDAP, et on a un serveur pour nos usagers qui sont locaux, dans lequel on a fait des fils, qu'on envoie ça sur des groupes spécifique. La deuxième chose qui est importante aussi, dans le fond, c'est d'être capable d'enabler en premier qu'est-ce qu'on appelle le self-registration, dans lequel on va avoir choisi quel groupe qui va nous permettre d'approuver. Donc, si tu te souviens, Mathieu, quand j'ai fait la démonstration tantôt, c'était le nom Benoît Lanouette qui approuvait en haut, puis Benoît qui fait partie d'un groupe, dans le fond, d'administrateurs qui a été choisi ici. On est capable de mettre l'expiration sur un usager qui a été créé. On est même capable de forcer, dans le fond, de générer pour lui un certain mot de passe, dans le fond, basé sur des critères qui vont être envoyés par email. On peut par la suite forcer la vérification des contacts, donc le email et même le numéro du mobile. Et on est capable d'envoyer le tout directement par email pour livrer, dans le fond, l'information de son compte ou par SMS. Cool. Et comme dernier menu, Mathieu, qu'est-ce qu'on va voir, dans le fond, c'est les actions qui vont être permises à travers le portail, dans le fond, d'être capable de s'auto-attribuer des tokens physiques ou bien des tokens mobiles, les tokens cloud, l'assignation par email, de SMS. On est capable aussi de restreindre, dans le fond, l'auto-approvisionnement des tokens pour des groupes spécifiques. Donc, on pourrait restreindre ça à certains groupes, justement, de consultants ou d'autres. Une fois que le token a été attribué, mais dans le fond, il vit avec ce token-là. Et la même chose au niveau de la révocation. On est capable, dans le fond, de permettre la révocation ou changer un Forti token mobile ou un Forti token cloud, une configuration qui avait déjà été faite dans le fond. Donc, c'est les trois menus importants dans lesquels on va permettre ou non l'assignation des tokens. Mais comme expliqué précédemment, Mathieu, une des bonnes mesures à mettre en place, c'est l'auto-assignation des tokens lors de la création des comptes d'usagers. C'est super flexible, ça, Benoît. Donc, le Forti Authenticator qui est vraiment une solution qui permet d'avoir un maximum de flexibilité pour les plus grandes entreprises puis des organisations pour lesquelles il y a plus de règles à mettre en place, finalement, ou un peu plus d'autogestion de la part des usagers. Exactement, Mathieu. Un gros merci, Benoît, pour ton temps aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour les gens qui ont regardé.